En 1945, au tout début de la guerre froide, alors que la tension monte entre le monde occidental et le bloc communiste, le MI6, les services secrets britanniques, décident de créer un service chargé spécialement de lutter contre les agents soviétiques, la section 9. À sa tête est nommé un certain Kim Philby, 35 ans. Cette nomination n'est une surprise pour personne. Philby travaille pour les services secrets depuis le début de la Seconde Guerre mondiale, pendant laquelle il a fait preuve d'une redoutable efficacité dans la chasse aux espions nazis. Il bénéficie d'une grande réputation chez les Alliés, et tout le monde se félicite de cette nomination. Mais ce sont les Soviétiques qui sont le plus satisfaits. Et pour cause, Philby est en réalité une taupe du KGB. Comment les services secrets soviétiques sont-ils parvenus à ce tour de force? Comment ont-ils réussi à infiltrer un espion à un tel niveau dans une des principales agences de renseignement alliées? Kim Philby n'a pourtant pas le profil d'un communiste. Né Harold Philby, fils de diplomate, il est entré en 1929 au Trinity College de l'université de Cambridge, où l'on forme l'élite de la nation. Destiné à faire partie de l'establishment et de la haute société, il y étudie l'économie et l'histoire. Ses professeurs découvrent rapidement sa vive intelligence, doublée d'un charme évident. Il se lie d'amitié avec d'autres étudiants, dont un certain Guy Burgess, un excentrique qui se déclare homosexuel et communiste, Donald Maclean, un étudiant brillant mais porté sur la boisson, Anthony Blunt, étudiant en histoire de l'art, et John Cairncross, qui étudie les mathématiques. Ils deviendront célèbres sous l'appellation des 5 de Cambridge. Ils fondent ensemble le premier cercle intellectuel communiste de l'université. Cet engagement marxiste n'est pas réellement sérieux. À cette époque, il s'agit plutôt d'une mode, d'une forme de provocation pour ces jeunes gens issus de l'establishment britannique. Mais au début des années 30, la Grande-Bretagne est en plein marasme économique après le krach de 1929. Philby et ses amis, qui vivent dans l'opulence grâce à leur riche famille, découvrent avec stupeur les marches de la faim dans les rues de Cambridge. Ils voient les marches de ces miséreux dans le pays le plus riche du monde, et cela leur est insupportable. Leur engagement dans le militantisme communiste commence à se renforcer. Un autre événement va faire définitivement basculer Philby. En 1934, ses études achevées, il décide de voyager en Europe grâce aux finances familiales. À Vienne, il rencontre une militante communiste, Lizzie Friedman, dont il tombe amoureux. Il est le témoin des affrontements meurtriers entre des révolutionnaires socialistes et les autorités. Le chancelier Dollfuss ordonne une répression brutale qui fait une centaine de victimes. Philby épouse Lizzie pour qu'elle échappe à la répression et ils rentrent ensemble à Londres. L'année suivante, son ami Donald Maclean intègre le ministère des Affaires étrangères et il est muté à l'ambassade de Grande-Bretagne en France. C'est le premier des 5 de Cambridge à pénétrer l'establishment. Philby, de son côté, est mis en contact avec un membre des services soviétiques. Il devient un agent à leur service. Mais il prend bien soin de déclarer autour de lui qu'il a été déçu par le communisme et il devient membre du Parti conservateur. Ces 4 comparses sont également recrutés par les soviétiques. En 1936, Philby part en Espagne en tant que correspondant du Times. Il couvre la guerre du côté de Franco et des nationalistes en faisant des portraits élogieux du caudillo. Mais il en profite pour transmettre un maximum d'informations aux soviétiques qui bien sûr les transfèrent aux républicains. Ironie de l'histoire, le gouvernement républicain se plaint auprès de l'ambassade britannique du parti pris de Philby dans ses articles, ignorant qu'il est leur meilleur allié. À la fin de la guerre, Philby est même décoré par Franco en personne, se constituant ainsi une parfaite couverture d'anticommunistes. Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate, Philby est envoyé par le Times en France. Après la débâcle de juin 1940,
il est recruté par le MI6 à la section du contre-espionnage. Il est enfin entré dans le sein des saints. Son poste va lui permettre de couvrir son ami Donald McLean aux affaires étrangères en freinant une enquête sur lui. Philby se montre d'une redoutable efficacité à démasquer et poursuivre les espions nazis. Et pour cause. Depuis juin 1941, le Royaume-Uni et l'Union soviétique sont alliés contre l'Allemagne. Ils ont un ennemi commun, Philby a donc tout intérêt à se montrer zélé. Il monte ainsi dans la hiérarchie du MI6. Il en profite pour pousser le gouvernement à soutenir les mouvements de résistance communistes dans toute l'Europe. À peine la guerre achevée, une autre période s'ouvre à partir de 1947, celle de la guerre froide. Philby est un atout essentiel dans le réseau d'espionnage soviétique en Occident. À la tête de la section 9, il leur livre une foule de renseignements. Mais la même année, un officier du KGB à Istanbul, Konstantin Volkov, demande aux Britanniques de passer à l'ouest. En échange, il promet de leur donner les noms de 3 taupes au sein de l'appareil d'État, probablement Philby, McLean et Burgess. Cette proposition de défection atterrit directement sur le bureau de Philby. Celui-ci prévient sa hiérarchie qu'il part pour Istanbul afin d'interroger Volkov, mais comme par hasard, son vol prend du retard et il met plus de 3 jours pour arriver en Turquie. À sa descente d'avion, on le prévient que Volkov a été rapatrié de force à Moscou. Car bien sûr, Philby a prévenu le KGB. Volkov est fusillé peu de temps après. Il est ensuite envoyé à Ankara, dans un pays qui est un des grands centres d'espionnage mondial. Parmi les nombreuses tâches qu'il doit accomplir, il est chargé de cartographier le côté soviétique de la frontière, Arménie et Géorgie, pour préparer les infiltrations d'agents, un travail qu'il met à cœur de faire très lentement. Il en profite pour traverser la frontière et donner ses renseignements au KGB. Mais il commet une erreur. Il se fait photographier devant le mont Ararat. Lorsqu'il montre cette photo à ses collègues à Ankara, quelqu'un lui fait remarquer qu'elle est inversée. Et pour cause, Philby s'est fait photographier du côté soviétique. Mais il parvient à les duper en leur expliquant qu'il y a eu un problème avec les négatifs. Philby a eu chaud, mais son intelligence et sa ruse l'ont sauvé. En 1949, Philby est envoyé à l'ambassade britannique à Washington, où il retrouve ses amis Burgess et McLean. L'occasion pour lui de se mettre en contact avec la CIA. Il fait la connaissance de James Angleton, le chef du contre-espionnage de l'agence américaine, et se lie d'amitié avec lui. Il remarque qu'Angleton est très intelligent, mais également très paranoïaque. Philby va alors se lancer dans un incroyable coup de bluff. Il sait que les fuites qu'il a organisées finiront par mettre la puce à l'oreille du contre-espionnage, qui en déduira qu'il y a une taupe. Alors il prend les devants. Il annonce à l'Américain qu'il est convaincu que le KGB a placé un espion dans les plus hautes sphères du renseignement occidental. Il est en effet bien placé pour savoir que c'est vrai. Cela lui permet de prendre les devants face à d'éventuels soupçons et de se fabriquer un nouvel alibi. Et surtout, son coup de bluff va avoir des conséquences. Angleton, paranoïaque et manipulé par Philby, lance une gigantesque chasse aux sorcières à la CIA et dans tous les services secrets occidentaux, les désorganisant pour longtemps. Parallèlement, Philby fournit au KGB des renseignements vitaux sur le programme nucléaire américain. En 1951, la CIA le charge d'organiser des missions clandestines d'agents en Albanie et en Ukraine. Bien sûr, il les dénonce immédiatement aux soviétiques, qui les font tous exécuter. Mais le FBI commence à s'inquiéter. Il y a trop de fuites en direction de l'URSS. Il soupçonne de plus en plus Burgess et McLean. Le premier mène une vie dissolue, à travers des relations homosexuelles dangereuses, tandis que le second sombre dans l'alcoolisme, miné par la tension issue de son double jeu. Lorsque l'enquête des fédéraux les mène directement à eux, Philby les prévient, et ils parviennent in extremis à s'envoler pour Moscou.
Dès lors, Philby est dans le collimateur. Ses deux amis sont des espions. Mais il parvient habilement à écarter les soupçons. Au cours d'une conférence de presse célèbre, grâce à son charme, son sourire et son aura, il convainc le public de son innocence. Il attaque en justice tous ceux qui le soupçonnent d'être un espion et bénéficie d'appuis politiques importants grâce à la notoriété de son père. Parallèlement, Anthony Blunt, le quatrième des 5 de Cambridge, qui avait réussi à intégrer le MI5, le service de contre-espionnage, est soupçonné à son tour, mais sans preuve, on décide de l'écarter discrètement. Quant au 5e, John Cairncross, il ne sera jamais inquiété. On ne découvrira son rôle qu'après la chute du bloc soviétique. Pour faire face à la tension, Philby boit de plus en plus. Les soupçons se rallument sur son compte quand un transfuge soviétique le dénonce. Une nouvelle fois, le Britannique les écarte habilement, mais le MI6 doit néanmoins s'en séparer officiellement. Il part pour le Proche-Orient en tant que correspondant de presse, même si les liens avec son ancien service ne sont pas rompus. Mais les mailles du filet se resserrent autour de lui. Prévenu par Blunt et Cairncross, il décide de sauter le pas. En janvier 1963, il s'enfuit à Moscou, où il est reçu triomphalement. En Grande-Bretagne, le scandale est énorme. Les journaux réclament la tête des politiciens qui l'ont si souvent couvert, le MI6 est conspué, le choc est immense. Il va laisser des traces durables dans l'inconscient collectif. En URSS, Philby fait l'objet de tous les honneurs du régime soviétique. Il accorde facilement des interviews, on peut le croiser dans les rues et le métro de Moscou. En 1968, il publie ses mémoires « Ma guerre secrète ». Il meurt en 1988. Qui était Kim Philby? Un traître? Un héros? A-t-il agi par conviction? Par idéologie? Si son engagement communiste initial était probablement sincère, il ne pouvait être dupe de la nature du régime soviétique. En fait, il semblerait que son rôle d'agent double lui ait permis de se servir au mieux de son intelligence exceptionnelle. Il a probablement pris un malin plaisir à tromper tout le monde, à manipuler ses collègues, ses supérieurs, ses alliés. Vivant sans cesse sur le fil du rasoir, il a, comme le disait le révolutionnaire Danton, emporté sa patrie à la semelle de ses souliers. Philby reste l'un des espions les plus emblématiques de la guerre froide. Son goût de la manipulation et du double jeu, les responsabilités qu'il exerça et les dégâts considérables qu'il infligeait au bloc occidental le démarquent de tous les autres.